Après 4 mois de grève, le conflit de travail au Vieux-Port de Montréal s'enlise. Les syndiqués ont rejeté la dernière offre patronale. On en parle cette semaine au Bulletin. Nous discutons des revendications des syndiqués du Vieux-Port avec le président du syndicat des employés du Vieux-Port de Montréal. Aussi à l'émission, on rencontre la réalisatrice d'un documentaire sur l'embourgeoisement du quartier Pointe-Saint-Charles. Et où en est l'administration municipale dans son objectif de faire de Montréal une ville intelligente? On en parle avec un professeur de l'UQAM, spécialiste de la question. Bonjour, ici Louis-Martin McArdle et bienvenue au Bulletin. À la fin mai, les employés syndiqués du Vieux-Port de Montréal ont déclenché une grève générale illimitée, leur convention collective étant échue depuis le 31 mars. Le Vieux-Port de Montréal, c'est géré par une société du gouvernement fédéral, la Société du Vieux-Port de Montréal, une entité qui relève de la Société immobilière du Canada. Le Vieux-Port de Montréal, c'est un territoire qui s'étend sur plus de 2 km², qui comprend entre autres la Tour de l'Horloge, le Centre des sciences et qui accueille plusieurs événements, dont entre autres le Cercle du Soleil lors de leur passage à Montréal. Il y a près de 300 employés syndiqués qui travaillent dans les installations du Vieux-Port. Et le 6 octobre, après un peu plus de 4 mois de grève, les syndiqués réunis en Assemblée générale ont rejeté l'entente avec la partie patronale qui avait été conclue par leur syndicat. Alors, pour faire le point sur le dossier, nous recevons Conrad Lamour. Il est président du syndicat des employés du Vieux-Port de Montréal. Monsieur Lamour, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Bulletin. Merci de nous accueillir. Quelles sont vos revendications? Les revendications, on va commencer sur le plan salarial. Le salaire minimum dans la convention collective, écrit dans la convention collective, est de 10,67. Ce qui est inférieur, si je ne m'abuse, au salaire minimum décrété par le gouvernement du Québec. Exactement, qui avait été augmenté à 10,75 en mai, 1er mai. Est-ce que, par contre, il y a des employés de votre syndicat qui sont payés en dessous du salaire minimum en ce moment? À ce stade-ci, non, parce que ça aurait été une problématique encore pire. Donc, c'est sûr que les gens qui faisaient 10,67, bon, avec le temps, c'est quand même des gens qui ont quand même une certaine ancienneté, donc leur salaire ont pu augmenter, même si elle a augmenté de très peu. Pourquoi elle a augmenté de très peu? Problème numéro 2. L'échelle salariale des employés qui repose sur le 10,67, donc le minimum, cette échelle-là augmente de 1 %. Donc, l'indexation est inférieure au coût de la vie, donc à l'inflation, qui est de 1,5 %. Problème numéro 3, nous, ce qu'on recherche dans notre rattrapage salarial, c'est ce qu'on appelle un salaire décent, ce qui est considéré un salaire décent selon l'IRIS, l'Institut de recherche pour le développement socio-économique, un think tank ici au Québec. Selon eux, ce qui est considéré un salaire décent, c'est 15 et 10 l'heure, si je me rappelle bien. Donc, 40 % de nos employés font moins de 15 $ l'heure. Donc, voilà les 3 points en ce moment par rapport au salaire. Donc, c'est pour ça qu'on demande un rattrapage salarial. On aimerait que tous nos employés aient un salaire décent. C'est avant tout, donc, des questions salariales, là où il y a un point d'achoppement avec la partie patronale. Oui, entre autres. L'autre élément, c'est le fait que 2 tiers de nos employés, donc tout le monde qui travaille à temps partiel, ce qu'on appelle les réguliers occasionnels, n'ont pas de congé de maladie. Donc, si tu es un papa et tu as un enfant, ton enfant est malade et toi, tu aimerais prendre soin de ton enfant, il faut que tu prennes congé, mais à perte de salaire. Donc, déjà, tu es désavantagé, déjà que ton salaire n'est pas immense. Et donc, il y a une entente de principe qui avait été conclue avec la partie patronale, qui a été soumise à vos membres pour un vote au début du mois d'octobre, qui a été rejetée par vos membres. Comment vous avez interprété ce signal-là donné par les membres? Est-ce qu'on a mal compris ce qu'ils veulent? Est-ce qu'on n'a pas pris les bonnes approches? Donc, c'était quand même un choc initialement. Et on commence à parler aux membres, on commence à prendre le feedback. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont dit, le problème, c'est pas vous, mais on a un manque de confiance totale auprès de notre employeur. Le canal de communication est toujours ouvert avec la direction du Vieux-Port de Montréal? À ce stade-ci, oui. À ce stade-ci, oui. Donc, il y a encore les pourparlers qui commencent et on espère pouvoir
retourner à la table pour conclure quelque chose? Il y a eu quelques frictions, disons, avec la direction de la Société du Vieux-Port, entre autres, qui a obtenu une injonction pour vous interdire d'être présent sur le site du Vieux-Port. Il y a entre autres aussi l'usage de briseurs de grève, qu'il faut le préciser, est permis par le Code canadien du travail, alors que ce n'est pas permis pour les entreprises de juridiction québécoise. Comment vous interprétez ces positions-là de la part de la direction? Bon, mais par rapport aux injonctions, écoute, nous, on a fait ce qui était notre devoir. Notre devoir, c'est d'établir des moyens de pression. Les moyens de pression, on les a faits sur le site. Je crois qu'en tant qu'employeur, il y a une certaine responsabilité j'ai vu d'autres employeurs le faire aussi, mais permettre aux gens de manifester devant le site. Et là, vous n'avez pas le droit d'être sur le site ou d'être en face du site? On n'a pas le droit d'être sur le site. D'être sur le site. Donc en tant qu'employeur, le fait qu'ils nous permettent pas de manifester sur le site, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est poussé dans la cour qui devient le Vieux-Montréal et le Montréal au complet. Oui. Donc, c'est ce qu'on a fait. Par rapport aux briseurs de grève, oui. On est sous le Code canadien du travail. Donc, vous savez qu'il y a des briseurs de grève, comme on dit vulgairement, des scabs qui sont sur... C'est sûr qu'on sait qu'il y a des briseurs de grève. Ils sont en face de nous à chaque fois qu'on va piqueter. Nous, on se retrouve, en tant que Québécois, de ne pas être capable de prendre avantage de cette loi qui donne plus de pouvoir aux travailleurs. Qui ne s'applique pas aux entreprises de juridiction fédérale. Exactement. En terminant très rapidement, comment projetez-vous les prochaines semaines, ce qui est à venir? Parce que le gros de la saison du Vieux-Port de Montréal, c'est surtout l'été. On s'en va vers une saison un petit peu plus morte, bien qu'il y ait des activités d'hiver. Oui. Est-ce que vous croyez pouvoir en venir à un règlement d'ici la prochaine saison estivale? Mais on espère avoir un règlement le plus vite possible. Le plus rapidement possible, évidemment. Ça, c'est la réponse évidente. Maintenant, nous, on doit aussi se préparer pour le pire des scénarios. Le pire des scénarios, ça serait quoi? Ça serait de faire du piquetage l'hiver. Donc, est-ce que nous autres, on est prêts à aller aussi loin que ça? Mais le core de notre membership, donc la majorité, nous dit que oui. On est capable de les rassurer que malgré le fait que l'hiver peut être difficile, va être dur, mais qu'on va être capable de se tenir ensemble pour réussir à arriver en mars, où ce que nos rapports de force vont peut-être revenir, dû au fait que le 375e va être fêté. Ce sera une grosse année, le 150e anniversaire du Canada va aussi. Donc, sur le plan touristique, ça va être immense. Donc, peut-être qu'on va pouvoir avoir un rapport de force augmenté à ce moment-là. Mais entre-temps, on doit essayer de régler. Puis c'est là qu'on en est dans les pourparlers. On n'est pas des grévistes professionnels, on est des travailleurs. Donc, le but, c'est de retourner aux emplois pour que tout le monde puisse avoir une vie normale et un salaire qui vont leur permettre de se refaire les fonds et de mieux s'occuper de leur famille aussi et de préparer à payer les frais de scolarité par la suite. On suivra le développement de ce conflit de travail-là au Vieux-Port de Montréal. Conrad Lamour, président du Syndicat des employés du Vieux-Port de Montréal. Merci d'avoir été là. Merci de nous accueillir. Plus tard à l'émission, on découvre un projet inusité implanté sur le site du Cégep Marie-Victorin, un hôtel à insectes. Et on rencontre le fondateur des Jeunes marins urbains, un organisme qui construit des bateaux à partir d'arbres contaminés par la grille du frêne. C'est maintenant l'heure de retrouver notre journaliste Aimée Lemieux pour sa revue de presse des hebdos de quartier. Bonjour Aimée. Bonjour. Alors, tu débutes aujourd'hui avec l'hebdo Le Plateau qui nous parle de l'adoption du budget 2017 de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal. C'est 55,5 millions de dollars pour l'exercice de 2017. Ça représente une diminution de 11,6 % ou 7,3 millions de dollars par rapport au budget de l'année précédente. Ceci dit, le budget pour la culture, les loisirs et les sports, lui, est bonifié de 297 000 dollars. C'est donc assez considérable. L'arrondissement du Plateau a également décidé de maintenir la taxe locale avec une augmentation de 41 sous. Cette taxe-là, on le rappelle, elle vise à augmenter les revenus locaux pour combler en partie une baisse des revenus qui vient de la ville-centre. Maintenant, dans la voie pop du Sud-Ouest, l'arrondissement qui sera choyé
par le projet de construction d'ascenseurs dans les stations de métro. Il y a une annonce qui a été faite mardi par le maire Denis Coderre et le président de la STM. Ils ont annoncé un investissement de 213 millions de dollars pour le réaménagement de 14 stations de métro, dont 3 situées dans l'arrondissement du Sud-Ouest. Les fonds proviennent d'une entente conclue entre Québec et Ottawa sur le Fonds pour l'infrastructure du transport en commun. Et à ce jour, on rappelle qu'il y a seulement 10 stations de métro montréalaises sur les 68 qui sont accessibles universellement. Donc, ce seront les stations de métro Angrignon, Jolicoeur et Place-Saint-Henri qui seront dotées d'ascenseurs au courant des prochaines années dans le Sud-Ouest. Maintenant, dans le messager de la salle, on y annonce que l'arrondissement construira 2 nouvelles aires d'exercice pour les chiens. Oui, et même si des citoyens ont signé des pétitions contre l'aménagement de ces 2 aires-là et que visiblement le projet ne fait pas l'unanimité des citoyens, l'arrondissement va de l'avant et prévoit réaliser les travaux de réaménagement à l'automne, donc d'ici maintenant, octobre, jusqu'à la mi-novembre. Dans les 2 cas, donc pour les 2 aires de jeu pour les chiens, les travaux prévoient sensiblement la même chose. On parle de la construction d'une clôture, l'installation de poubelles souterraines, l'installation de mobilier urbain et la plantation d'arbres. Et on sait là, que la salle compte actuellement seulement 1 aire de jeu pour les chiens, donc c'est 2 qui se rajoutent et qui seront nécessairement les bienvenus là, dans l'arrondissement. Maintenant, dans les nouvelles de Saint-Laurent, on nous annonce qu'il y aura des entreprises de l'arrondissement qui seront impliquées dans un projet de conception d'un avion plus écologique. Voilà. Et le nom du projet, c'est Système aéronautique d'avant-garde pour l'environnement. Et c'est le nom de ce projet-là dont je vous parle, où plusieurs grandes entreprises, des universités, des centres de recherche, des PME vont travailler conjointement pour développer des technologies innovantes qui vont s'intégrer à l'avion de demain. On parle de stratégies moins polluantes, plus efficaces et moins coûteuses. Et c'est donc 4 compagnies d'aéronautique de l'arrondissement Saint-Laurent qui vont joindre leurs forces pour développer et innover l'industrie aéronautique de façon plus verte et de façon plus écologique. Dans le journal de Rosemont, on revient sur cette annonce qui a eu lieu un peu plus tôt cette semaine d'une candidature d'un 2e élu de l'arrondissement à la chefferie de Projet Montréal, le conseiller Guillaume Lavoie. Voilà. Et on se rappelle, M. Lavoie avait dit en septembre, renonçait carrément là, à vouloir se présenter à la chefferie de Projet Montréal. Et récemment, il a reçu des bonnes nouvelles concernant l'état de santé d'un membre de sa famille, ce qui lui a fait revenir sur sa position et donc qui lui permet de se lancer officiellement dans la course à la chefferie de Projet Montréal. Guillaume Lavoie dit être le seul candidat à pouvoir rassembler les forces pour confronter et éventuellement vaincre le maire Denis Coderre aux élections de 2017. La période des candidatures prend fin le 22 octobre prochain. Il n'aura donc eu que très peu de temps là, comparativement à Valérie Plante et François Limoges pour recueillir les 200 signatures et ramasser le 5 000 $ nécessaires pour officialiser sa candidature. Donc, présentement, 3 candidats en lice pour la chefferie de Projet Montréal. Exactement. Dans le progrès de Villeray-Saint-Michel, Parc Extension, on parlait d'ailleurs tantôt d'énergie verte avec les avions. Maintenant, dans Villeray, c'est un autobus scolaire 100% électrique qui roule. Et le véhicule a été mis en service par l'entreprise Autobus Idéal, un transporteur, mais a été construit par Autobus Lyon, qui est le seul fabricant nord-américain d'autobus scolaires 100% électriques. Le véhicule a pu être acquis par le transporteur grâce à une subvention du gouvernement provincial de 125 000 $. Et on se rappelle, Québec avait voté d'un programme de subvention de 6 millions de $ par an pour les 4 prochaines années pour que les élèves se fassent transporter par véhicule électrique. Et c'est donc ce programme-là qui a permis la subvention de 125 000 $ tout dernièrement. La présidente de la Commission scolaire de Montréal est très contente de l'initiative et dit souhaiter voir plus de bus de ce genre-là circuler à Montréal éventuellement. Donc, une première pour le quartier Villeray-Saint-Michel, Parc Extension. Aimez le mieux, merci beaucoup et merci. À la semaine prochaine. Pour nous joindre, écrivez-nous à l'adresse suivante, lebulletin@tcftv.ca. Vous pouvez aussi visiter notre site web au www.tcftv.ca. Comme plusieurs autres secteurs de Montréal, le quartier Pointe-Saint-Charles est confronté depuis quelques années à un phénomène d'embourgeoisement. Et en parallèle, les citoyens se sont regroupés afin d'implanter dans le quartier un projet de centre sportif culturel et communautaire dans d'anciens ateliers du CN. Et ce sont donc ces 2 trajectoires que suit le documentaire Le chantier des possibles de la réalisatrice Ève Lamont, que nous recevons aujourd'hui. Madame Lamont, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Bulletin. Ça me fait bien plaisir d'être ici. Alors, racontez-nous d'où vous est venue l'idée de faire un long-métrage documentaire sur le quartier Pointe-Saint-Charles.
Bien, le quartier Pointe-Saint-Charles, je dirais que c'est un quartier assez spécial. D'une part parce que c'est le quartier le plus vieux quartier industriel du Canada et de Montréal, qui s'est désindustrialisé dans le milieu du 20e siècle pour devenir l'un des plus pauvres. C'est un quartier, en fait, c'est un ancien quartier ouvrier, laborieux. On pourrait le comparer un peu à Hochelaga, Maisonneuve, puisque le tiers de la population vit sous le seuil de la pauvreté. Mais il est confronté. C'est un quartier qui s'est pris en charge depuis les années 70 et il y a eu vraiment des projets citoyens assez précurseurs de mise en place de services pour la population et gérés par la population. Et ça, c'est une des choses d'ailleurs que vous suivez dans le documentaire. On y viendra un peu plus tard, mais une des choses bien importantes qui est abordée dans votre film, c'est l'embourgeoisement du quartier. Oui. Est-ce que, vous avez suivi l'évolution de ce quartier-là depuis une dizaine d'années. Est-ce que c'est un réel problème que l'embourgeoisement de Pointe-Saint-Charles? Absolument. Et je peux dire, ça c'est le problème, c'est vraiment empiré. On n'a qu'à regarder sur les rives du canal La Chine, le nombre de condos qui s'est construit depuis 20-30 ans, mais surtout ces dernières années, il y en a eu beaucoup, des projets. Dans la foulée du développement de Griffintown, entre autres. Juste pour citer les chiffres de l'Institut économique de Montréal, qui n'est pas un organisme, je dirais, dont je partage nécessairement les positions. Qui n'est pas nécessairement campé à gauche. Oui, mais ils ont fait une recherche et ils démontrent que le phénomène de l'embourgeoisement va en augmentation dans Pointe-Saint-Charles. Et selon leurs chiffres, en 15 ans, il y a eu une augmentation de 474 % de la valeur immobilière des propriétés unifamiliales versus une augmentation de 175 % dans le tout Montréal. Ce que le film parle moins, mais qui est une réalité aussi, c'est que les nouveaux propriétaires qui achètent aussi des propriétés déjà existantes, qui vont la rénover pour la revendre ou qui vont carrément se réapproprier le deuxième étage, là où il y avait, deux logements, finalement, ils en font. Convertir un duplex en maison unifamiliale. Exactement. Donc, ils ont une perte de logements locatifs. Et parallèlement à ça, ce qu'il faut dire d'un Pointe-Saint-Charles, qui est assez particulier à ce quartier-là, c'est grâce aux luttes citoyennes depuis le début des années 70, les citoyens ont réussi à obtenir un ratio de 40 % de logements sociaux versus 10 % dans le reste du Québec et de Montréal. Mais c'est un ratio qui va en diminuant, qui est passé à 32 % en 2013, et si tous les projets de condos se réalisent, va descendre à 27 % en 2016. Je veux par contre qu'on revienne à votre documentaire. Donc, on suit en quelque sorte la mobilisation des gens dans le quartier Pointe-Saint-Charles contre l'embourgeoisement de leur quartier. Vous suivez aussi des initiatives très intéressantes, entre autres celle de la conversion d'un atelier de bâtiment du CN en un grand centre communautaire, sportif, avec de la place, entre autres, pour des entreprises d'économie sociale. Oui, exactement. Mais ce n'est pas sportif. C'est une donc, erreur dans le premier du communiqué et ça ne sera pas un centre sportif. OK. Bon, la précision est faite. Donc, de ce projet-là, vous en avez suivi, dans le fond, les premiers balbutiements il y a 9 ans, parce que vous avez tourné ce documentaire-là sur une période de près de 10 ans. Qu'est-ce que vous avez retenu d'un point de vue citoyen, d'un point de vue de mobilisation citoyenne, de toute cette démarche-là d'appropriation, dans le fond, des anciens ateliers du CN? Bien, ce qui est fantastique de ce projet-là, c'est vraiment une manifestation des citoyens qui ne sont pas juste en opposition au phénomène d'embourgeoisement ou en opposition à des politiques venues d'en haut, mais c'est des gens qui ont envie de participer dans le fond, à définir l'aménagement urbain dans leur quartier en répondant aux besoins de la population en matière d'espace vert, d'agriculture aussi urbaine, puisque dans le bâtiment 7, il va y avoir aussi des serres maraîchères, des marchés les samedis pour la population.
Il y aura aussi un CPE, il y aura des espaces de coworking, des ateliers d'artistes, une salle multifonctionnelle, un café-bar, parce que dans ce coin-là de Pointe-Saint-Charles, qui est au sud du quartier, c'est un désert alimentaire. On voit ça aussi dans les quartiers plus pauvres, dans les anciennes zones industrielles. Il y a juste des dépanneurs et il y a un déficit en... Donc, ça viendrait aussi aider la population de ce Exactement, côté-là. Donc, c'est un groupe de citoyens qui, plutôt que d'être simplement un observateur de la situation, ont décidé de devenir des acteurs de changement et d'essayer de contribuer à la transformation, une transformation positive du quartier Pointe-Saint-Charles. Oui. Donc, votre documentaire, je le rappelle, s'intitule « Le chantier des possibles ». À quel endroit peut-on voir votre documentaire? À la Cinémathèque, à partir du 18 octobre, il va être présenté chaque jour. Et les jeudis, il va y avoir une projection en anglais. Et ce sera suivi à chaque soir d'une discussion avec moi et ou des membres du collectif C'est à nous qui sont les... Qui gèrent ce bâtiment-là. Exactement. Et aussi de la Cité des bâtisseurs. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais c'est un projet de logement social pour personnes aînées qui est aussi un des projets assez positifs dans le film. Donc, c'est un documentaire à voir à la Cinémathèque dans le quartier latin. Ève Lamont, réalisatrice, merci d'avoir été là. Tout le plaisir est pour moi. Merci. Plus tard au bulletin, dans notre segment Conseil citoyen, on s'attarde au piège des cartes de crédit avec une conseillère budgétaire de l'ACEF du Nord de Montréal. Et nous décernons notre coup de chapeau à un homme qui s'implique depuis 10 ans au Centre d'écoute et de référence de l'UQAM. Comme je vous le disais il y a quelques minutes, il n'y a pas que Pointe-Saint-Charles qui vit un phénomène d'embourgeoisement. Il y a plusieurs autres quartiers qui sont touchés. Mais qu'est-ce que c'est exactement que l'embourgeoisement? Comment ça se manifeste? Quels sont les impacts sur la population? Et pourquoi certaines zones sont plus touchées que d'autres? Alors, c'est le thème de notre dossier Actualité de la semaine préparé par Florence Breton. Bonjour, Florence. Bonjour. Alors, de quoi parle-t-on avant tout lorsqu'on parle de gentrification, d'embourgeoisement? Oui, c'est assez complexe et justement, les causes et même la définition de ce phénomène-là ne font pas l'objet d'un consensus. Mais de manière générale, on parle d'un changement dans la population d'un secteur. Donc, souvent, d'un secteur qui est défavorisé et donc une population plus aisée qui vient remplacer cette population-là. Et justement, on utilise le terme embourgeoisement parce qu'on parle d'une population dite bourgeoise, donc plus aisée, qui vient évincer finalement une population moins favorisée. Puis pour ce qui est des causes, on parle souvent d'une hausse du coût des loyers, des valeurs mobilières, des taxes foncières, aussi l'arrivée de nouveaux commerces spécialisés. On parle aussi d'amélioration physique des quartiers. Donc ça encourage finalement des gens plus aisés à aller dans des quartiers qui, avant, étaient associés à des quartiers plus pauvres et défavorisés. On en parlait avec la réalisatrice Ève Lamont. Bon, Pointe-Saint-Charles est un des quartiers touchés par l'embourgeoisement. Est-ce que c'est un phénomène qui s'observe partout à Montréal? Non, c'est ça. C'est vraiment dans des quartiers plus ciblés. Il y a eu le cas de Pointe-Saint-Charles, justement, mais aussi, on parle souvent, évidemment, d'Hochelaga-Maisonneuve, de Saint-Henri. Dans le cas d'Hochelaga-Maisonneuve, dans les derniers mois, il y a eu beaucoup de vagues de grabuge, de vandalisme, donc des groupes, des gens qui s'en prennent à des nouveaux commerces, des jeunes propriétaires en disant qu'ils sont la cause de l'embourgeoisement. Donc, il y a beaucoup de tensions, puis aussi le nouveau Hochelaga, l'espèce d'image de marque OMA qu'on entend souvent, ça, certains déplorent ça parce qu'ils estiment que finalement, ce qui est en train de se produire, c'est un peu ce qui est arrivé dans le secteur du plateau Mont-Royal il y a une trentaine d'années. Puis donc, les gens déplorent ce phénomène-là en disant que finalement, ça entraîne des conséquences négatives pour des gens moins fortunés à cause des choix d'une population qui est plus aisée. Donc finalement, c'est vu comme quelque chose de vraiment négatif. Puis justement, quand on parle d'une population qui se déplace d'un secteur à l'autre, bien, la première chose à laquelle on pense, c'est le logement. Certains quittent au profit de d'autres, mais donc il y a une arrivée massive de nouveaux résidents qui souvent deviennent propriétaires. Donc ça fait en sorte que des locataires sont évincés. Il y a le phénomène de copropriété qu'on voit beaucoup. Donc pour certains, c'est la seule façon de devenir propriétaire. Donc moins de logements locatifs et donc plus de propriétés. Et donc justement, il y a aussi la création de beaucoup de nouveaux condos. Mais là, les gens sont comme... C'est un peu paradoxal parce que dans des secteurs défavorisés, on veut plus de logement social, de logements alloués. Donc ça fait qu'il y a une hausse des loyers parce que l'offre ne s'ajuste pas assez rapidement à la demande et finalement, ça ne représente plus le quartier initial. Évidemment, pour les plus démunis, c'est pas une situation qui est facile, mais est-ce qu'il y a aussi de bons côtés à l'embourgeoisement dans le quartier? Oui, bien c'est ça. Quand on parle d'embourgeoisement, de gentrification, c'est vraiment associé à un phénomène, c'est vraiment vu comme étant péjoratif, mais il y a entre autres l'Institut économique de Montréal qui s'est
prononcé à ce sujet-là récemment en disant « Non, mais attendez, il y a du positif là-dedans, même pour les gens moins fortunés. » Ils disent notamment que ça permet de mélanger les horizons, donc les riches et les pauvres. Ils disent notamment que les enfants ont accès à une plus grande diversité et que ça va leur permettre de grimper dans l'échelle socio-économique. Et donc, il y a aussi le fait que certains produits de base deviendraient moins chers avec l'arrivée d'épiceries, de nouvelles épiceries, nouveaux commerces. On parle aussi du fait que ça crée une main-d'œuvre locale avec les nouveaux commerces. Donc, pour eux, il y a du positif, mais évidemment, l'IEDM ne nie pas qu'il y a des effets négatifs, que certaines mesures devraient être entreprises pour un peu contrer ces effets négatifs-là parce que, on le voit, il y a beaucoup de tensions. C'est un sujet auquel on doit s'attarder parce que, justement, on l'a vu dans Hochelaga, des fois, ça peut un petit peu mal tourner, mais d'autres fois, non. Mais bref, ça touche quand même les gens des secteurs défavorisés, donc je pense que c'est important de comprendre ça. C'est toute la question aussi de la mixité sociale de nos quartiers qui est en cause dans tout ça. Florence, merci beaucoup. Merci. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Évidemment, l'embourgeoisement n'est pas unique à Montréal. Le même phénomène se vit un peu partout dans les grandes villes du monde. Mais il se décline parfois de façon bien différente. C'est le sujet de notre segment Vu d'ailleurs d'aujourd'hui, préparé par Jérémy Heinzmann. La gentrification de certains quartiers de Montréal n'est pas un phénomène unique. Ailleurs dans le monde, d'autres quartiers de grandes villes ont subi une transformation similaire. À New York, l'embourgeoisement de l'arrondissement de Brooklyn, qui compte aujourd'hui plus de 2 millions d'habitants, reste un phénomène marquant. Traditionnellement habité par des classes ouvrières, le quartier a vu de nouvelles populations, parmi lesquelles des artistes, s'y installer depuis la fin des années 1990. Un phénomène illustré dans le film Brooklyn Village d'Ira Sachs, sorti en août dernier. À New York toujours, le quartier de Harlem, ghetto historique des Afro-Américains, se remplit aujourd'hui de centres commerciaux et de clubs branchés grâce à la campagne de la ville et des agences immobilières pour rendre le lieu attrayant. Au Brésil, le quartier du Pelourinho, dans le centre historique de Salvador de Bahia, symbole de la culture afro-brésilienne de la ville, a été restructuré dans les années 1990, tout comme celui de la Barceloneta à Barcelone en Espagne. Composé aujourd'hui de bars, de restaurants et de boutiques, ces quartiers ont vu leur population historique contrainte de déménager devant le développement de l'activité touristique. Le phénomène de gentrification soulève également des mouvements de contestation. C'est le cas à Berlin où le squat du 94 Riegerstrasse est ardemment défendu par des militants protestant contre l'embourgeoisement du quartier de Friedrichshain. À San Francisco où l'explosion de la high-tech a favorisé la gentrification d'une ville autrefois sanctuaire des sans-papiers, des manifestants dénoncent l'augmentation des loyers de la zone, devenue la plus chère des États-Unis. Après la pause, on fait le point sur le projet de l'administration Coderre de faire de Montréal une ville intelligente avec un spécialiste du sujet. Restez avec nous. De retour au bulletin, ville intelligente. Alors, au-delà des slogans et des mots à la mode, qu'est-ce que c'est qu'une ville intelligente? En 2014, l'administration Coderre a mis en place le Bureau de la ville intelligente et numérique afin de faire de la métropole un leader mondial dans le domaine. Donc, pour nous parler du concept de ville intelligente et des initiatives mises en place par la ville durant les dernières années, nous accueillons Alejandro Romero Torres. Monsieur Romero Torres est professeur au département de Management et Technologie à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. Monsieur Romero Torres, bonjour, bienvenue au bulletin. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une ville intelligente? Au-delà du buzzword ou du mot à la mode, qu'est-ce que c'est une ville intelligente? En fait, il va falloir parler sur les deux plus importants résultats de faire ce type d'initiatives. D'un côté, c'est sûr qu'on va avoir des services numériques. On va utiliser les nouvelles technologies pour donner de meilleurs services aux citoyens, soit pour leur donner accès aux informations, soit pour faciliter la vie, soit par la mobilité. Donc, on peut donner des informations par rapport à quelle heure arrive le bus, est-ce qu'il y a des problèmes de son embouteillage, et même lui proposer certaines routes pour pouvoir arriver plus rapidement d'un place A à un plan B. Ça, c'est un niveau technologique, mais on a aussi un autre point assez important, et je pense que c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de villes qui ont décidé de s'investir dans ce type de projet. C'est le fait que finalement, c'est une idée de marketing. Actuellement, on commence à observer qu'il y a beaucoup de populations qui sont dans les milieux ruraux, qui veulent aller vers les milieux urbains. On considère que 3% de la population, chaque année, va décider de se déplacer du rural vers l'urbain. Ça, c'est à l'échelle de la planète. À l'échelle de la planète. Mais on le voit même au Canada. Donc, les villes actuellement sont en compétition. Il va y avoir plus de citoyens qui vont s'installer dans la ville, parce que plus de citoyens vont y avoir, plus ils vont pouvoir offrir
des services, mais aussi vont avoir plus d'argent pour développer des projets. Et ce qui est important de préciser, c'est qu'on confond souvent données ouvertes et ville intelligente, alors que les données ouvertes sont un concept essentiel, en quelque sorte, à l'établissement d'une ville intelligente. Dans un premier temps, données ouvertes, très rapidement pour nos téléspectateurs, qu'est-ce que c'est? Les données ouvertes, en fait, c'est avoir de la transparence de la façon dont on va gérer la municipalité. Donc, c'est sûr que les élus, mais aussi les fonctionnaires, ont beaucoup d'informations et en fonction de ces informations, vont prendre des décisions par rapport au projet ou par rapport aux investissements. Mais actuellement, ce qu'on veut faire, c'est donner ces informations à tous les citoyens pour que les citoyens puissent connaître les informations, voir de quelle façon les décisions étaient prises, mais on veut aller au-delà de cela. On veut aussi que les citoyens soient capables de comprendre ces informations, les analyser et même proposer des projets. Et il y a un volet, en quelque sorte, un peu commercial à tout ça, c'est-à-dire que les données sont mises à disponibilité du grand public gratuitement. Par contre, ça permet à des entreprises de développer des applications, des logiciels, des applications mobiles pour nos téléphones qui vont utiliser ces données ouvertes. Oui. En fait, il faut voir qu'il y a un élément très important quand on parle de la ville intelligente, c'est, oui, on a des services numériques, on va offrir des projets d'initiatives numériques, mais le plus important, c'est qu'on va avoir un citoyen qui va devenir plus sensible et plus capable pour réaliser différents types d'initiatives dans la ville. Donc, on considère qu'il va y avoir 4 différents types de citoyens. On va avoir un citoyen qui va être seulement consommateur de l'information. Donc, dans ces cas-là, on a l'application InfoNeige, dans laquelle il va pouvoir savoir à quel moment le déneigement sous la rue va être fait. Il va y avoir aussi un citoyen qui va être producteur de données, donc un citoyen qui va rencontrer des problèmes dans la ville et tout de suite il va communiquer avec la municipalité pour pouvoir dire voilà, il y a un problème, il faut rendre une solution. Il va y avoir aussi un citoyen qui va être consommateur, mais aussi producteur des informations. Donc, par exemple, pour les déplacements dans l'ASTM, le citoyen va pouvoir définir tous ses parcours de toute la semaine et l'ASTM va pouvoir leur donner des informations à quelle heure c'est le moment le plus exact pour prendre les transports publics. Ce qu'on peut voir, par exemple, dans un autre domaine, avec l'application Wave, où des individus sont en mesure de contribuer à une base de données qui permet de savoir où il y a du trafic ou il n'y en a pas. Donc, ils vont offrir des données, mais ils vont aussi réutiliser ces données pour améliorer la qualité de vie. Mais finalement, on a un autre type de clients, des citoyens qui vont participer à la ville intelligente, c'est les créateurs de projets. Donc, on va voir soit des entreprises qui vont venir s'installer dans la ville pour pouvoir offrir de nouveaux services. Ils vont profiter de l'infrastructure Wi-Fi dans les métros, dans les parcs ou dans les rues de la ville, ou soit l'infrastructure à grande vitesse. Et on installe aussi la fibre optique pour que plus d'entreprises puissent venir s'installer et donner des services numériques. Donc, tout ça, ça fait partie de la ville intelligente. L'administration Coder avait mis en place, il y a de ça quelques années, le bureau de la ville intelligente et numérique. De votre point de vue extérieur, quel bilan on peut dresser de l'opération Ville intelligente depuis, disons, les 2 dernières années? Il faut dire que vraiment, on a vu une évolution de tout ce qui s'est passé avant 2014 à ce qui se passe actuellement. Donc, on commençait à beaucoup entendre qu'il y avait beaucoup de nouveaux projets, de nouvelles initiatives. Il y avait beaucoup de monde qui se demandait pourquoi on voulait devenir plus intelligent. Donc, il y a eu un plan qui était réalisé à la fin de 2014. Donc, c'est un plan 2015-2017 dans lequel ils sont définis environ plus de 80 projets. Donc, actuellement, de ces 80 projets, il y a 30 projets qui sont déjà finalisés. On a déjà des applications, on a déjà des sites Internet dans lesquels on peut aller collecter des informations avec les données ouvertes. Il y a d'autres projets, il y a 30% des projets qui sont actuellement en réalisation ou en test. Et il y a beaucoup d'autres projets qui sont dans une phase de conception parce qu'on a besoin d'avoir des politiques, des procédures et surtout regarder quel va être le point de vue du citoyen par rapport à certains types de données qu'on va collecter. Et est-ce que l'objectif du maire Coder, c'était de faire de Montréal un chef de file mondialement reconnu en 2017 en matière de ville intelligente? Selon vous, est-ce que l'objectif peut être atteint d'ici l'année prochaine? Je veux dire que peut-être Montréal a commencé à avoir une image intelligente à l'extérieur. En 2014, même avant qu'on ait les plans, il y a les forums des communautés intelligentes qui vont étudier différents types de villes et de développement. Et ils sont sélectionnés en 2014 Montréal comme entre les 20 premières villes qui étaient intelligentes. Et l'année passée, cette année, en fait, en juin, ils ont ramassé les prix pour être considérés la communauté plus intelligente de l'année.
Donc, il y a eu cet forum qui est venu visiter Montréal. Il a comparé différentes villes, soit au Canada, en Amérique du Nord et en Europe, et ils ont donné ces prix parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été développées à Montréal. Mais si on regarde de façon plus générale, il y a encore beaucoup de chemin à faire. On parle beaucoup de données ouvertes. Il n'y a pas beaucoup de choses de données ouvertes qu'on peut déjà aller ramasser. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir du une transport politique. en commun, du Bixi, des choses comme ça. Mais il n'existe pas une politique actuellement. Donc, on a cette idée, mais on a la capacité à niveau technologie de partager l'information, mais il n'y a pas une politique. Qu'est-ce qu'on va partager, qu'est-ce qu'on ne va pas partager, mais aussi qu'est-ce qu'on va ramasser. Et je pense que si on regarde dans le site Faire Montréal, on voit que ce projet, c'est un projet en conception. Et je pense que c'est positif qu'il soit en conception parce que cela indique qu'on est en train de prendre du temps pour réfléchir qu'est-ce qu'on veut avoir dans cette politique. Et en fonction de cela, on va pouvoir offrir les services pour les citoyens. Et on parle beaucoup de nouvelles technologies. On parle avec l'idée que la plupart des citoyens ont un téléphone intelligent, qui vont avoir un accès à l'Internet, qui ont un ordinateur, qui ont la connexion Wi-Fi, mais ce n'est pas tous les cas. On a beaucoup de citoyens qui n'ont pas encore un téléphone, même un téléphone cellulaire, n'ont pas un téléphone intelligent, qui ont besoin encore d'avoir des services traditionnels. Donc, il faut donc éviter que la ville mette tout dans le panier de la ville intelligente et oublie des services qui doivent être offerts à des gens qui ont peut-être moins accès à la technologie. Ou voir comprendre pourquoi est-ce que ces citoyens ne peuvent pas rentrer dans cette tendance de la ville numérique et leur donner aussi des moyens pour qu'ils puissent participer. Parce que le plus important, c'est créer une communauté intelligente. Mais si on n'offre pas la possibilité, on fait une exclusion au niveau numérique par rapport à la technologie, mais c'est aussi une exclusion au niveau société. Donc, ce n'est pas des citoyens qui vont pouvoir participer dans les projets. On n'aura pas fini d'en parler, c'est bien certain. Alessandro Romero Torres, vous êtes professeur au département de management et technologie à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Alors, un projet inusité se déroulera au Cégep Marie-Victorin cet hiver. L'écoquartier de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles y aménagera un hôtel à insectes qui permettra aux abeilles, coccinelles et autres petites bestioles de passer l'hiver en toute quiétude. Alors, pour nous expliquer les objectifs de ce projet, nous avons reçu sur le plateau Déborah Gérald. Elle est de l'Écho de la Pointe-aux-Prairies. Voici l'entrevue que nous avons enregistrée avec elle il y a quelques jours. Alors, pourquoi donc un hôtel à insectes? Pourquoi un hôtel à insectes? Tout simplement pour pouvoir garder en fait les insectes cet hiver, pour qu'ils hibernent sur notre site et que l'année prochaine ils soient directement là au printemps. Voilà. Donc le site qui est au Cégep Marie-Victorin, oui. Qu'est-ce qu'il y a de particulier au Cégep pour vouloir y installer un hôtel à insectes? Alors, en fait, il y a un jardin, les jardins Skawanoti, et on fait une production de fruits, de légumes pendant l'été. Et du coup, on veut garder au maximum nos insectes pour permettre la pollinisation et puis aussi pouvoir éliminer les nuisibles, entre autres les pucerons, etc. Donc, tous les insectes nuisibles qui nuiraient aux récoltes, c'est oui, bien exactement. En fait, tous les ans, on a des invasions de pucerons ou ce genre de choses en fonction des plantes. Et du coup, là, d'avoir l'hôtel à insectes, ça nous permettrait d'avoir des auxiliaires, donc les insectes qui sont bénéfiques au jardin, directement sur place. Et comme ça, on n'aurait pas besoin de le faire en fait manuellement. D'accord. Parce que c'est assez pénible. Bien, je comprends. Et comment cet hôtel-là sera-t-il aménagé physiquement? C'est une boîte, c'est une maison, ça ressemble à quoi? Alors, ça peut être aménagé de plusieurs manières. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des palettes et après, on a pris des matériaux de récupération qu'on a trouvés un peu partout, qui n'ont pas été traités, donc pas d'agents, etc. Et du coup, ça permet de faire quelque chose d'assez simple. Au final, il y a de la paille, il y a des pierres, il y a des briques... Voilà, pour que en fait, chaque insecte a un environnement où il se sent mieux. Donc du coup, on a fait un petit peu tout pour que on ait beaucoup d'insectes de toutes sortes. Et est-ce que vous avez à chauffer ce type de boîte-là, de maison-là ou non? Non, c'est entièrement autonome. Il s'autogère très, très bien. D'accord. Et la collaboration avec le Cégep Marie-Victorin maintenant, vous avez une bonne collaboration de la part des autorités du Cégep? Oui. Très bonne. Plusieurs élèves viennent nous aider quand ils ont des horaires un peu flexibles ou quoi, viennent nous aider pour les jardins, pour récolter, pour faire tout ce genre de choses, l'entretien, l'arrosage.
Et est-ce que ce serait, selon vous, quelque chose qui devrait être implanté dans nos jardins communautaires, par exemple, à Montréal, ou sur des fermes pour aider à la pollinisation et aider à la culture, à l'agriculture? Eh ben oui, ça peut beaucoup aider l'agriculture biologique surtout, vu que du coup, on enlève tout ce qui est pesticides de nos plantes. Les insectes le font très bien naturellement, donc du coup, voilà. C'est vrai que c'est une très bonne idée. Après, avoir à grosse échelle, c'est pas la même chose, mais là, on est quand même sur une moyenne échelle, donc ça passe. Justement, si des gens désirent s'impliquer, vous donner un coup de main pour ce projet-là d'hôtel à insectes ou pour vos autres projets de l'écoquartier, est-ce qu'il y a un site web où on peut aller voir, on peut vous contacter? Oui, vous pouvez aller voir sur ecopap.ca. D'accord. Et vous avez aussi une page Facebook. Oui, pour l'écoquartier et aussi pour les jardins Skawanoti. Donc, les adresses apparaissent au bas de l'écran. Déborah Gérald de l'Éco de la Pointe-aux-Prairies. Merci d'avoir été là. Merci bien à vous. Changer le monde, un bateau à la fois. C'est la mission que s'est donnée l'organisme Jeunes Marins Urbains. Et depuis 2015, l'organisation construit des embarcations en recyclant les arbres ayant été abattus à cause de la grille du Frêne. Alors, pour nous parler de cette belle initiative, j'ai reçu sur le plateau le fondateur de cet organisme, Yves Plante. Voici l'entrevue que j'ai réalisée avec lui il y a quelques jours. Alors, d'où vous est venue cette idée-là de lancer l'organisme Jeunes Marins Urbains? En construisant un premier bateau avec ma fille, l'aventure a pris une autre tournure complètement. C'était très, très agréable et je me suis pris au jeu en disant, bon, est-ce que je peux refaire la même type d'aventure avec d'autres jeunes qui ne me connaissent pas, avoir un autre type de relation? Alors, j'ai approché un organisme dans Saint-Henri, ici à Montréal, et j'ai construit avec leurs jeunes et des adultes que je connaissais ou que je ne connaissais pas le soir. Et là, on a pu éprouver un autre concept de construction. Un bateau plus léger, techniquement, financièrement plus accessible. Entre-temps, la ville, avec ces gens-là, en fait, là, pas les enfants, mais ceux qui venaient le soir, j'ai dit, ça vous tente-tu de pousser l'expérience encore plus loin? À ce coup-là, on inviterait Montréal en entier. Certains ont embarqué. On s'est lancé dans l'aventure. On a mis sur pied un organisme sans but lucratif. On a construit un premier bateau l'été 2015. C'était vraiment l'impro total là, pour tout le monde. Moi, je n'avais jamais construit de bateau de ce genre-là. La ville de Montréal nous donnait le Frêne qu'on coupait, qu'on pliait à la vapeur, vraiment à l'ancienne. Là. C'est vraiment du patrimoine vivant au premier degré. Donc, vous mentionnez, il y a déjà 2 bateaux qui ont été construits. Oui. C'est quel type de bateau? Est-ce que ce sont des voiliers? Qu'est-ce que c'est exactement? C'est ce qu'on appelle un voile aviron. Ça a 7,5 mètres de long, 2 mètres à quelques de large. Et on dit voile aviron parce que ça a 2 voiles, mais lorsqu'ils ne vendent pas, on peut avironner. OK. Alors, on peut se promener tout le temps. Ils vendent beaucoup, on fait de la voile, ils ne vendent plus, on rame. Donc voilà. Donc on a compris que la mission, dans le fond, que se donne votre organisme, c'est de réunir des gens autour de projets de construction de bateaux en recyclant du bois qui a été abattu par la ville. Et justement, combien de temps ça prend pour construire un bateau? Bien, on améliore. La première année, c'est un peu plus long. Cet été, on est très, très content. Ce qu'on appelle le défi Jeunes Marins Urbains. C'est le challenge, c'est ce qui est l'invitation auquel les gens participent. Ça a commencé le 20 juin. Et 2 mois plus tard, jour pour jour, le 20 août, on mettait le bateau à l'eau sur le fleuve Saint-Laurent à Pointe-aux-Trembles. Et les gens naviguaient avec. 2 mois plus tard, tu as 26 personnes qui n'ont jamais fait ça de leur vie. Et vous leur enseignez aussi qu'est-ce qu'ils doivent faire, quelles sont les tâches à faire sur un voilier? Oui, les gens viennent sur une base volontaire. Le chantier était ouvert de midi à 20 heures. Donc, selon les heures qu'ils avaient à consacrer, ils se rendaient sur le chantier, ils donnaient un coup de main. Et est-ce que les gens qui participent à la construction du bateau ont l'occasion de naviguer sur le bateau? Est-ce que c'est un peu ça la clé, dans le fond? Aidez-nous à construire le bateau, vous pourrez naviguer? Bien, c'est intégré. Okay. Les gens naviguent. Ça fait partie du deal, là, du marché. Jeunes Marins Urbains restent propriétaires du voilier. L'année prochaine, on veut se concentrer sur la navigation. Cette année, beaucoup de construction, très peu de navigation. L'été d'avant, même chose. L'été Donc, prochain, 2017, un peu plus de navigation. Est-ce que vous allez construire un autre bateau
en 2017? On aimerait bien, puis ça se discute, là, on travaille fort là-dessus, mais pas trop faire de publicité. Mais on suivra. Cet hiver, on aimerait en construire un. Bien, on suivra vos activités. Vous avez un site Internet, quelle est l'adresse? Jeune marin urbain, excusez, Oui. jeunemarinurbin.org. .org. Donc, Et cet hiver, on veut en construire un aussi. Oui. En fait, c'est plus le printemps. Dans le contexte des fêtes du 375e de Montréal, c'est un autre challenge. C'est aussi de la construction, mais plus petit modèle. Au lieu d'être 25 pieds, ça risque d'être 25 pouces. Oh, OK. Donc, une petite maquette, en Oui, quelque une sorte. petite maquette. Parfait. Bien, on suivra ça. On OK. suivra ça avec grande attention. Avec Saint-Léonard, de faire ça. Alors, avec l'arrondissement Saint-Léonard, Yves Plante, donc de l'organisme Jeunes Marins Urbains. Merci d'avoir été là. Merci. Dans quelques instants, on vous présente nos conseils citoyens de la semaine et on décerne notre coup de chapeau. À tout de suite. De retour au bulletin, on vous présente maintenant nos conseils citoyens. Il y aurait plus de 72 millions de cartes de crédit en circulation à travers le Québec et le Canada. Si pour bien des gens, il s'agit avant tout d'un mode de paiement pratique, ça peut être aussi une cause importante d'endettement. Alors, pour nous expliquer tout ce qu'il faut savoir sur les cartes de crédit, nous recevons Émilie Lorrain-Dansereau de l'ACEF du Nord de Montréal. Bonjour, Émilie. Bonjour. Bienvenue au bulletin. Merci. Alors, dites-nous, Émilie, quels sont les moyens les plus efficaces pour ne pas s'endetter lorsqu'on est titulaire de carte de crédit? OK. Bien, d'abord, pour éviter l'endettement, quelques petits conseils pratiques. Je vous recommande d'avoir juste une carte de crédit. Ensuite, c'est préférable d'avoir une carte de crédit bancaire plutôt que de magasin parce que les taux d'intérêt sont beaucoup moins élevés quand c'est une banque qui est émettrice. Ensuite, une autre chose, c'est d'avoir une limite de crédit qui corresponde à notre capacité de payer. Et autre élément très important, c'est de toujours avoir les liquidités dans notre compte pour payer dans les délais. Et c'est peut-être ce qui est le plus difficile. Donc, c'est très important de ne pas voir notre carte de crédit comme une extension de nos revenus. Donc, ça demande beaucoup de contrôle parce que ça a été démontré que le fait d'avoir une carte de crédit favorise les achats impulsifs. Donc, un exercice qui pourrait être intéressant à faire, c'est de se poser la question, chaque fois qu'on veut faire un achat avec notre carte de crédit, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et surtout, est-ce que j'ai les moyens de me l'offrir aujourd'hui? Et comment on peut éviter de payer des frais d'intérêt sur notre carte de crédit? Est-ce qu'il y a des trucs? Oui, bien quand on fait un achat avec notre carte de crédit, on bénéficie d'un délai où on n'aura pas de taux d'intérêt C'est ce qu'on appelle la période de grâce. Exactement, qui est généralement de 21 jours. Alors, si je paye mon solde complet, la totalité de mon solde à l'intérieur du délai qui est inscrit, là, de la date d'échéance qui est inscrite sur mon relevé, je ne paierai pas de taux de frais d'intérêt. Par contre, c'est important de payer la totalité de mon solde parce que si je paye juste une partie, bien là, je vais payer des frais sur l'ensemble de mes achats, puis les frais sont chargés rétroactivement. Donc, et pas seulement des frais sur le montant restant sur la carte. Exactement. Je vais payer sur l'ensemble et ça va être à partir de la date de transaction. Donc, et il y a aussi un danger avec les avances de fonds, parce qu'il y a plusieurs cartes de crédit qui nous permettent de faire des avances de fonds, d'aller retirer de l'argent au guichet. Oui, bien tout à fait. Si on ne veut pas payer de frais d'intérêt, il faut éviter d'utiliser la carte de crédit pour faire des avances de fonds parce qu'à ce moment-là, le délai de grâce n'existe pas puis les intérêts sont chargés quotidiennement. Donc, ce qui est important surtout, c'est de retenir, c'est qu'il faut payer la totalité du solde. Si je paye seulement le montant minimum, bien, je vais payer des frais puis ça peut être ça peut monter assez vite. Si je vous donne un exemple, si j'ai un solde de 1 000 sur ma carte de crédit où j'ai un taux de 18 disons, d'intérêt, si je paye seulement le montant minimum, ça va me prendre 19 ans pour le rembourser et à la fin, je vais avoir payé près de 3 000 Oh, donc 3 000 c'est capital et intérêt. Exactement. C'est ça? Donc, plus de 2 000 d'intérêt, oui. Ça commence à coûter cher. Donc, si on ne peut pas payer notre solde au complet, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, c'est sûr que le danger avec la carte de crédit, c'est que je ne vois pas l'argent sortir de mon compte. Donc, des fois, je peux avoir des surprises quand je reçois ma facture. Alors, si c'est votre cas, bien, ce que je vous recommande vraiment, c'est de payer au moins le montant minimum parce que sinon, vous pouvez avoir des pénalités.
et de faire des versements quand vous pouvez. Donc, ce n'est pas nécessaire d'attendre d'avoir votre relevé pour faire les versements. Comme ça, vous allez diminuer votre dette et puis ça va baisser les taux d'intérêt à payer. Pas les taux d'intérêt, mais les intérêts. Bien, le total des intérêts qui sont calculés, oui. Oui. Et si vous voyez que de mois en mois, vous n'arrivez pas à payer votre solde, bien, ce que je vous recommande, c'est d'arrêter d'utiliser votre carte pour un certain temps, prendre du recul, réfléchir à votre situation, regarder quelles solutions existent. Est-ce que je peux augmenter mes revenus, diminuer mes dépenses? Vous pouvez consulter votre ACF pour avoir de l'accompagnement. Il y en a plusieurs sur le territoire de Montréal. En terminant, ce que je comprends aussi, c'est que c'est pour bien des gens un moyen, la carte de crédit, un moyen de combler peut-être un manque de revenus. Exactement. Ce qu'on remarque de plus en plus à l'ACF, c'est que beaucoup de gens utilisent leur carte de crédit finalement pour combler un manque de revenus pour leurs besoins de base. Donc, ce n'est pas nécessairement pour du luxe, c'est vraiment pour les besoins de base. Les Canadiens s'endettent de plus en plus année après année, puis ça s'explique en grande partie par le contexte social et économique dans lequel on vit. Donc, le marché du travail se précarise, le coût de la vie augmente, les revenus ne suivent pas. À ça s'ajoutent aussi des hausses de tarifs pour les services publics, par exemple les CPE, qui ont fait mal à beaucoup de familles. Donc, le résultat, c'est que beaucoup de gens payent aujourd'hui leur épicerie avec leur carte de crédit. Donc, la carte de crédit peut être un outil utile. Il faut savoir comment bien s'en servir et éviter de tomber dans une spirale qui va nous amener à nous endetter. Exactement. Émilie Lorrain-Dansereau, donc vous êtes conseillère budgétaire à la CEF du Nord de Montréal. Merci d'avoir été là. Merci à vous. À la prochaine. À la prochaine. Alors, c'est maintenant l'heure de notre calendrier communautaire préparé par notre journaliste Claudia Cruz. Fondée en 1929, la Bibliothèque des Jeunes de Montréal est un organisme indépendant qui gère 3 succursales dans autant de quartiers de la ville. La bibliothèque est à la recherche de passionnés de lecture pour organiser des activités de groupe ou aider les jeunes usagers de la bibliothèque. Des participations sont possibles par bloc de 3 heures. Pour plus d'infos, visitez le www.mcl-bjm.ca. Le groupe communautaire L'Itinéraire est à la recherche de bénévoles pour offrir de l'aide administrative, donner des ateliers ou pour servir des repas dans leur cuisine communautaire. L'implication peut se faire à partir d'1 heure de disponibilité par semaine. Pour plus de renseignements, visitez le www.itinéraire.ca. Les YMCA du Québec, qui gèrent 10 centres d'activités physiques et communautaires sur l'île de Montréal, recrutent des bénévoles pour occuper des fonctions d'agents d'accueil, d'instructeurs de groupe ou de solliciteurs de dons. Pour en savoir plus, visitez le www.ymcaquebec.org. On termine cette édition du bulletin avec notre coup de chapeau de la semaine. Depuis presque 15 ans, notre invité s'investit comme bénévole au Centre d'écoute et de référence de l'UQAM, un service d'écoute destiné à la population étudiante de l'université. Nous décernons notre coup de chapeau de la semaine à Pierre Maillot. Monsieur Maillot, bonjour. Bonjour. Bienvenue au bulletin. Avant de parler de votre implication au Centre d'écoute et de référence, quel est le mandat du Centre d'écoute et de référence de l'UQAM? Le mandat du Centre de référence, d'écoute et de référence, c'est de recevoir en première ligne des étudiants ou des étudiantes et même la population environnant de l'UQAM, parce qu'on offre nos services aussi à l'extérieur. Donc, ça peut être aussi pas juste les étudiants, donc les professeurs, tout ça, et aussi les gens qui habitent dans le quartier. Ça peut être tout le monde qui vit à l'UQAM, mais aussi il y a des gens de l'extérieur. Et on a aussi, alors, la mission, c'est d'être comme une première ligne pour recevoir, en les écoutant, les difficultés momentanées que peuvent vivre les étudiants, les étudiantes, enfin, toutes les personnes qui vivent à l'UQAM ou à l'extérieur. Donc, quand on traverse un moment dur, on a envie d'en parler. Et personnellement, qu'est-ce qui vous a incité à vous investir, à investir du temps bénévolement auprès du Centre d'écoute et de référence? Oui. En fait, j'ai commencé mes activités au Centre d'écoute exactement au moment où j'ai pris ma retraite en 2003. Je terminais une carrière de plus de 30 ans d'enseignement au niveau collégial en français et littérature. Et quand j'ai décidé d'arrêter, j'essayais de voir un peu dans quoi je pouvais me réinvestir. Parce qu'il était évident que je n'allais pas rien faire après avoir vécu avec des gens tout le temps. Il fallait que je trouve un créneau dans lequel il y a aussi un milieu dans lequel il y a du monde.
Et le fait d'avoir côtoyé des étudiants de niveau collégial, ça a joué dans la balance? Oui. Oui, ça a joué parce que pour moi, ça a été comme la suite. Dans le sens où, dans mon métier d'enseignant, bien sûr, on dispense des cours, on prépare des cours, on fait des corrections, mais on fait aussi l'encadrement, ce qu'on appelle l'encadrement, qui est en fait une approche plus personnalisée de l'étudiant et éventuellement de ses difficultés. Et c'est ce que vous retrouvez. Et c'est ce que je au retrouve. centre. Alors, quand j'ai appris l'existence, parce que je ne savais pas que le centre existait, je l'ai appris par une amie qui est infirmière au Cégep du Vieux-Montréal et qui connaissait très bien la directrice du centre d'écoute de l'UQAM. Bon, ben à ce moment-là, j'ai passé par les différentes étapes, c'est-à-dire, répondre à un questionnaire, passer une entrevue de sélection et ensuite faire la formation de 60 heures en relation d'aide. Et personnellement, qu'est-ce que ça vous rapporte que de vous impliquer au centre d'écoute et de référence? Ben, ça m'apporte, ça donne un sens à ma vie, finalement. C'est vraiment ça, c'est vraiment une activité pour moi qui est signifiante. Et en même temps, ce que ça m'apporte, et ça, j'ai découvert ça dès le début, c'est d'être dans un milieu où on rencontre à peu près tous les âges possibles. C'est pas parce qu'on prend sa retraite qu'on doit être juste avec des gens qui prennent leur retraite. Et ça, j'avais beaucoup envie. Et la clientèle que je laissais... à côtoyer des gens. Voilà, oui. Entre un étudiant de cégep qui finit en mai et l'étudiant qui rentre en septembre, il y a 2 mois de différence. C'est pas énorme. Donc, ça, j'avais envie de continuer ça. Et vous êtes actif au centre depuis 13 ans. Depuis 2003, oui. Depuis 2003, donc vous allez bientôt fêter votre 15e. Vous avez l'intention encore de vous impliquer pendant plusieurs années? Bien, tant que je serais capable de le faire, oui. Oui, vraiment, j'ai envie de continuer. Comme je vous dis, si j'apporte quelque chose, il y a aussi l'idée dans les motivations, il y a aussi l'idée de partage. J'ai envie de partager les ressources que je considère que je peux avoir avec les demandes ponctuelles des gens qui viennent pour être écoutés. Monsieur Pierre Mailloux, félicitations d'une part pour votre implication pour toutes ces longues années auprès du Centre d'écoute et de référence de l'UQAM. Je vous remercie. Et c'est à vous qu'on décerne notre coup de chapeau cette semaine. Bien, merci infiniment. Merci à vous. Pour revoir cette entrevue et près de 200 autres, visitez la page de l'émission sur YouTube. Aussi, devenez fan de l'émission en visitant notre page Facebook. Vous pouvez aussi suivre TCF sur Facebook et Twitter. C'est tout pour cette semaine. Merci à toute l'équipe qui a travaillé sur la production du bulletin. Nos journalistes Aimé Lemieux, Florence Breton et Jérémy Heintzmann. Aux caméras, Guillaume G. Pilote et André Gingras. Claudia Cruz à l'assistance, Laërcio Bastos à la réalisation. Au nom de toute l'équipe, ici Louis-Martin McArdle. Merci d'avoir été là et on se revoit dans ces jours pour un nouveau bulletin. À la semaine prochaine.